Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco s'agrandit. 4 nouvelles recrues ont officiellement intégré les rangs. Nous y reviendrons dans quelques instants. Puis nous parlerons économie et des nombreux atouts de la Hongrie. Budapest est présenté comme étant le cœur économique de l'Europe centrale. Une mission est actuellement menée par le Monaco Economic Board dans la capitale hongroise. Nous serons en duplex avec Justin Hyman, directeur général adjoint du MEB. Une partie de la collection napoléonienne du Palais Princier bientôt vendue aux enchères à Paris. En attendant, Napoléon, collection impériale d'un grand amateur, s'expose à Monaco. Reportage à découvrir dans ce JT. Gilles Dreyfus sera notre invité. Cet imminent chirurgien cardiaque vient de publier une tribune dans le magazine Le Point. Il y dresse un état des lieux parfois surprenant de sa spécialité. Et puis nous nous intéresserons ce soir à la création artistique par l'intelligence artificielle. Comment mettre l'IA au service de l'art et quelles sont les formes d'art que l'IA peut générer? Réponse à la fin de ce journal. C'est toujours un instant solennel qui marque, on l'espère, le début d'une longue carrière. 4 nouvelles recrues viennent d'intégrer officiellement le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Ce moment a été symbolisé par la remise de casques devant la caserne de Fontvieille, une cérémonie particulièrement émouvante qu'a suivi Monaco Info. C'est sous les regards fiers des familles et en présence des autorités monégasques que 4 jeunes recrues ont été mises à l'honneur ce matin sur la place du Campanin à Fontvieille. Après une cérémonie solennelle saluant leur dévouement et leur sens du devoir, les nouveaux sapeurs-pompiers ont reçu leur casque, symbole fort de leur mission, un moment rempli d'émotions qui marque ainsi le début de leur engagement au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Pour moi, c'est une grande fierté d'être ici. C'est un rêve d'enfant qui se réalise enfin. Un chemin qui a été très long, très compliqué, mais la finalité y est. Donc voilà, aujourd'hui, j'en suis très fier, ainsi que mes camarades aussi. Et voilà, c'est un rêve qui s'accomplit. C'est un honneur pour nous et nos familles d'être présents en ce jour de recevoir nos casques. Et c'est l'aboutissement de ces 4 mois de formation qui ont été rudes, mais intenses. Mais au final, on se retrouve tous au même aboutissement. En fait, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que je peux allier le sport, le métier, aider les gens. Enfin, c'est plein de choses différentes qui font que je me suis dirigé vers ce métier-là et pas un autre. Et j'en suis vraiment heureux. Et j'ai aucun regret par rapport à ça. Et je sais que ça sera le travail de toute ma vie et jamais je changerai. Aider les gens, aider son prochain, se sentir utile dans la société. Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la caserne pour un moment de fraternité qui a scellé leur intégration officielle. Un instant placé sous le regard bienveillant d'un ancien homme du feu, le sergent Henri Campredon, dont cette nouvelle promotion porte le nom en hommage à son engagement et à ses valeurs. Notre père est quelqu'un qui a passé sa vie dans le service. Alors j'entends là non seulement dans le service, dans le cadre de son travail, mais aussi dans le service, dans le cadre de sa famille, puisqu'il nous a d'abord élevés toutes les 3 avec cœur dans le respect des valeurs, des plus belles valeurs, des plus nobles valeurs. Les valeurs sont passées, ont traversé nos vies et mes sœurs qui sont là peuvent témoigner de la présence de notre Père à chaque instant de nos vies. Un événement qui marque un nouveau chapitre pour ces jeunes sapeurs-pompiers et qui rappelle l'importance de ces hommes et femmes prêts à risquer leur vie pour assurer la sécurité de tous. Prenons la direction de la Hongrie à présent, où le Monaco Economic Board effectue en ce moment même une mission dans ce pays qui possède de nombreux atouts et qui pourrait intéresser les entrepreneurs monégasques. Nous sommes en duplex avec le directeur général adjoint du MEB. Bonsoir Justin Hyman. Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement à Budapest pour cette première mission de l'année du MEB. La capitale hongroise est présentée comme étant le cœur économique de l'Europe centrale, vous le confirmez ? Absolument, on est arrivé donc avec la délégation hier et on a déjà eu plusieurs présentations ce matin lors du forum économique organisé par nos homologues de la Chambre de commerce hongroise ainsi que leurs partenaires le HEPA et le HIPA, donc le Outbound Investment Agencies de Hongrie, qui ont bien expliqué que l'économie hongroise est en croissance. On est en plein cœur de l'Europe centrale et de l'Est. Et il y a énormément d'opportunités à se dire pour notre délégation composée d'une dizaine d'entreprises. Et quels sont les atouts de la Hongrie? L'économie y est très diversifiée. Absolument, vous avez entièrement raison.
l'économie diversifiée. Ils ont des très belles infrastructures, notamment dans tout ce qui est santé, pharmacie, cosmétique et bien sûr dans l'industrie. Mais ils se développent également sur tout ce qui est nouvelles énergies, nouvelles technologies. Donc là, il y a énormément de choses à faire et d'opportunités pour nos entreprises. Et il y a également une main-d'œuvre très qualifiée, notamment au niveau ingénieur, ainsi que de nombreuses incentives. On a appris, par exemple, que le taux d'imposition sur les sociétés était de 9% et le taux sur différentes taxes est également moins élevé que dans beaucoup de pays européens. Et la Hongrie est également un acteur devenu incontournable dans l'industrie automobile. Oui, tous les grands noms d'automobiles, notamment allemands, sont tous présents ici, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays de l'Europe de l'Est. Vous l'avez mentionné, sa politique fiscale est intéressante, tout comme sa stabilité, qui est un atout pour le pays. Exactement, un autre point commun avec la principauté, sa stabilité est en effet un énorme atout et on sent vraiment un grand professionnalisme de la part de nos homologues des différentes institutions gouvernementales et l'accueil a été absolument impressionnant avec plus d'une 60aine d'entreprises hongroises présentes au forum économique et donc qui promet à de nombreux rendez-vous B2B face-to-face juste après ce forum économique. Vous l'avez dit, des entrepreneurs monégasques vous accompagnent dans cette mission. Quels sont leurs secteurs d'activité? Alors, tout comme l'économie monégasque, la délégation est assez diversifiée. Nous avons des acteurs dans le conseil, le corporate service writer, le consulting, également dans tout ce qui est lié à l'industrie. On a également le président de la CRM dans tout ce qui est énergie renouvelable et de l'écologie. Donc on a plusieurs secteurs qui sont présents et qui vont avoir des rendez-vous qualifiés montés en amont et on espère des connexions et des contrats par la suite. Mais on l'entend dans vos propos, les premiers contacts sont très encourageants et très satisfaisants. Absolument, là c'est vraiment le but d'une mission du MEB. On crée un écosystème pour que justement les différents membres de la délégation puissent avoir des bons contacts, des bons relais pour pouvoir avoir une meilleure assise du marché et bien sûr se développer, faire du business très rapidement par la suite. Justin Heimann, est-ce que cette mission en Hongrie est le reflet des excellentes relations que le pays entretient avec la principauté? Absolument, c'est vrai que cette mission économique n'est pas anodine. Elle fait suite à la visite du ministre de l'économie l'année dernière, en juin dernier, avec une très belle délégation hongroise en principauté. Et c'est vraiment le fruit d'un travail de plusieurs années avec l'ambassade de Hongrie en France et à Monaco, des différents consuls de Hongrie à Monaco et de Monaco en Hongrie, qui donc a mené à cette belle mission économique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en point culminant, nous avons signé entre le président de la Chambre de commerce hongroise et le directeur général exécutif du MEB un Memorandum of Understanding, un MOU entre nos deux chambres pour justement donner un cadre pour aller encore plus loin. Des liens donc renforcés entre Monaco et la Hongrie. Merci beaucoup Justin Heimann d'avoir été avec nous depuis Budapest à l'occasion de cette mission économique menée par le MEB. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore Amélie. Belle journée. Intéressons-nous à présent à ces souvenirs historiques du Premier et du Second Empire exposés à la galerie Arcurial à Monaco. Ils seront bientôt vendus aux enchères à Paris. Au total, 327 lots composent cette collection, dont des objets ayant été acquis par le prince Louis II. Coup d'œil sur Napoléon, collection impériale d'un grand amateur, dans ce reportage signé Alban Gingembre et Alexa Vial. Ces clés de chambellan et cet aigle de drapeau ont un point commun, ils datent de l'époque napoléonienne. Ces objets historiques ont tous appartenu à Napoléon Ier et Napoléon III, une collection unique pour les passionnés. C'est une collection intéressante parce qu'il s'agissait souvent d'objets intimes, on va dire, des deux Napoléons. On l'appelait Napoléon avec S justement. Ça peut partir des objets on va dire, de l'enfance jusqu'à, on va dire, l'âge adulte des deux Napoléons. Si la majorité de ces objets est issue d'un grand amateur français, une autre partie de cette collection appartenait à la famille princière de Monaco. Louis II était un grand collectionneur de cette période historique. Parmi la collection, 2 objets phares trouvés dans la berline de Napoléon lors de la défaite de Waterloo. Un petit livre de Plutarque, c'est la vie des hommes illustres de Plutarque. Il faut savoir que Napoléon était un grand lecteur, donc quand il partait en campagne, il se provisionnait de beaucoup de livres, donc c'était une de ses passions.
Et donc, bien évidemment, c'est très intéressant de se retrouver avec ce livre parmi la collection. Le deuxième objet, c'est un bijou de Napoléon de l'ordre saxon, donc il lui a été attribué et qui donnait quand même, on va dire, une certaine reconnaissance à Napoléon. Cette collection fait partie d'un ensemble de plus de 300 lots qui seront tous mis aux enchères à Paris le 1er avril. Elle œuvre pour une connaissance pluridisciplinaire du monde de la mer et des océans. L'Académie de la mer de Monaco a ouvert ses portes l'an dernier. Dernièrement, elle est partie à la rencontre des membres de la Jeune Chambre économique pour mieux faire connaître ses actions. Plus d'informations dans ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Ils étaient une vingtaine. Ces membres de la Jeune Chambre économique de Monaco sont venus découvrir la Deuxième ou encore l'Académie de la mer de Monaco. Cette institution francophone créée par le souverain a pour objectif d'offrir une plateforme d'éducation et d'échange dans le domaine maritime. Une présentation de cette académie a été effectuée par son président, Laurent Anselmi, avec un objectif bien précis. Leur faire passer le message qui est celui de notre vision multidisciplinaire, je dirais transdisciplinaire, de ces questions et démontrer l'imbrication fondamentale de tous les phénomènes qui touchent les mers et océans et qui sont donc aux confins du monde du droit, de la relation internationale, de la science politique, bien entendu des sciences naturelles et environnementales et des problématiques de toute nature qui s'y rattachent, alimentaires entre autres, et bien entendu le développement durable. La politique et la géopolitique des mers est un sujet qui concerne beaucoup Monaco et notre souverain. Donc c'était vraiment le but, parce qu'on est une jeune chambre économique, mais aussi une association qui forme des jeunes leaders. Et ce sujet-là est très important en fait pour tous ces membres qui sont aujourd'hui adhérents avec nous. Durant cette présentation, un partenariat a été signé entre l'Académie de la mer de Monaco et un centre universitaire basé à Rome, spécialisé dans la fiscalité et la finance internationale. Ce sont des partenariats, j'allais dire, de type un peu MOU, qui prévoient d'abord la reconnaissance mutuelle de nos enseignements, formations et événements de toute nature, conférences, colloques, et puis aussi des projets de recherche scientifique. Et puis, eh bien, évidemment, nos collaborations autour de tout cela, notamment pour nous adresser des auditrices, des auditeurs, et nous aussi en faire de même. Donc c'est une collaboration pédagogique et dans la recherche. Parmi les rendez-vous de l'Académie de la mer, le point d'orgue, la session estivale. Après une première édition l'an passé avec la promotion Régnier 3, une deuxième session accueillera durant 15 jours une quarantaine d'auditeurs. Du 30 juin au 12 juillet, ils bénéficieront d'un enseignement sur le droit, les relations géopolitiques, économiques et sécuritaires concernant les mers et les océans. Cette session sera baptisée Promotion Régnier 1er Grimaldi, qui était à la fin du XIIIe siècle le 6e amiral de France. Notre prochain invité est un éminent chirurgien cardiaque. Le professeur Gilles Dreyfus est un spécialiste mondialement reconnu. Il a publié dernièrement une tribune chez nos confrères du magazine Le Point où il dresse un état des lieux parfois surprenant de sa spécialité et de la prise en charge patient. Gilles Dreyfus est notre invité ce soir en studio. Bonsoir Gilles Dreyfus. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour nous parler de cet enjeu international qu'est la chirurgie cardiaque. Faisons plus ample connaissance avec vous tout d'abord, car vous avez un parcours très riche et une contribution médicale assez fascinante. Je vous laisse le soin de cette affirmation. Il est vrai que j'ai commencé ma carrière à Paris avec le professeur Carpentier. J'ai été chef de service d'un hôpital à Paris, en chirurgie cardiaque, puis j'ai été chef de service du plus grand hôpital public londonien, qui faisait le plus grand nombre de transplantations, faisant suite au professeur Magdi Yacoub, qui est aussi un mythe de la chirurgie cardiaque. Puis je suis venu ici à Monaco 8 ans, et puis après il y avait le Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai décidé de me consacrer à des choses qui me donnaient un peu plus de temps. Donc depuis 2018, je vais en Chine à peu près 2-3 fois par an pour opérer et faire des conférences et former les gens. Je suis allé en Inde. Je vais naturellement aux États-Unis parce que je suis invité à des conférences internationales américaines. Comme vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé, je suis allé en Afrique où on a avec
la Fondation Cuomo, on a fait un hôpital à Dakar qui est le seul centre de chirurgie cardiaque pédiatrique de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, quelle est la place de l'Europe dans tout cela quand vous avez vécu ces expériences aux États-Unis, en Inde ou en Chine? Est-ce que l'Europe, finalement, n'est pas à la traîne dans ce monde? Non, l'Europe, on le sait bien, c'est pas la peine c'est pas nouveau. Hein. L'Europe se porte mal, surtout pour des raisons. Enfin, selon moi, il y a deux raisons. Il y a une raison de financement de la maladie, et on sait très bien aussi des retraites. C'est un sujet brûlant, donc je ne vais surtout pas aborder ce type de sujet. Mais la maladie et les retraites sont financées par des gens qui travaillent, et il y a de moins en moins de gens qui travaillent, de plus en plus de gens vieux, et des jeunes qui font des études. Donc, si vous voulez, il est clair que le système tel qu'il est aujourd'hui, il explose. On ne peut pas continuer le luxe d'avoir des hôpitaux de pointe tous les 50 km. Évidemment que c'est le confort. Le problème, c'est qu'il faut financer ça. Et puis alors, il paraît évident que, mais ça c'est un problème structurel de l'Europe, les salaires ne sont pas attractifs. Est-ce que cela reste un monde en pleine mutation selon les spécificités? Ce qui a fait progresser la médecine, c'est toutes les sciences connexes, c'est-à-dire la radiologie, l'imagerie, donc c'est l'électronique. Donc la résonance magnétique nucléaire permet de voir le corps comme on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, on a des scanners photoniques qui permettent d'avoir des images en 5 secondes. Vous passez 10 secondes, vous passez dans un scanner, on peut trouver ce que vous avez. Donc il est évident que ça a fait des progrès. La biologie, la biochimie, la génétique, l'immunologie, les médicaments, l'immunothérapie pour les cancers. Il y a beaucoup de choses qui ont fait des progrès. Mais est-ce que la médecine en tant que telle, c'est-à-dire l'aspect pratique d'un médecin vis-à-vis d'un malade, a fait beaucoup de progrès? Je ne serais pas aussi affirmatif. Finalement, professeur, cette tribune que vous avez publiée dans le magazine Le Point, elle reste fidèle à ce que vous avez souhaité développer au départ, lorsque vous avez entamé ces études de chirurgien cardiaque. C'est le partage de votre expertise, de votre savoir, comme vous l'avez fait notamment en Afrique en 2018 auprès de la Fondation Cuomo, quand vous avez participé au projet de ce centre cardio-pédiatrique de Dakar au Sénégal. L'Afrique reste un problème parce qu'il y a très peu de centres, le volume d'activité des centres est faible, et donc il y a un problème immédiatement de logistique qui est l'approvisionnement. Vous n'allez pas remplir un cargo pour 200 malades par an, de champs opératoires, de médicaments, trucs comme ça. Donc il y a un problème. Puis après, il y a un problème de maintenance. Vous savez que tous les appareils électroniques, il y a un coût de maintenance qui est à peu près 10% du coût par an. Alors, il faut des ingénieurs bioinformaticiens pour régler ces machines. Donc ça c'est un problème en Afrique. Et pour le moment, ça allait toujours. Donc c'est une limitation au développement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est votre tribune donc que nous invitons nos téléspectateurs à découvrir dans le magazine Le Point. Merci beaucoup, professeur Gilles Dreyfus, d'avoir été notre invité ce soir. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. C'est une alternative écologique qui permet de diminuer notre empreinte carbone. La mobilité douce est bénéfique pour l'environnement. Afin d'inciter le plus grand nombre, et plus particulièrement les jeunes, à favoriser ces modes de déplacement, la SMEG a organisé aujourd'hui un événement ludique et interactif au Collège Charles III. Les détails avec Christinda Petit et Lionel Bernardi. Chaque année, depuis 5 ans, ce sont plus de 1300 enfants de la classe de CM1 à la terminale qui sont sensibilisés à l'énergie et à la mobilité douce à travers des animations pédagogiques. L'objectif, informer les plus jeunes sur les bonnes pratiques en matière d'énergie et les sensibiliser aux dangers liés à la pollution ou encore à l'électricité, des thématiques qui varient selon les âges. On a 5 thèmes, évidemment. Chaque thème que nous présentons sont en adéquation avec le programme scolaire. Les classes de CM1 et CM2, alors on parle d'économie d'énergie, des règles de sécurité. En ce moment, nous sommes au Collège Charles III avec les collèges. Ce sont l'économie, la mobilité douce et la transition énergétique pour les 3e. Et on termine avec les chemins de l'électricité pour les lycées. Ce qui est intéressant, c'est que nos animations se font sous forme
sous forme de quiz, un peu comme un jeu télévisé. On leur distribue des boîtiers de vote, on leur pose des questions et ils ont à peu près 12 secondes pour répondre. Et à la fin, on regarde les résultats et on récompense en fait ceux qui ont les meilleurs scores. Au cœur de l'amphithéâtre du Collège Charles III, les collégiens se sont donc affrontés lors d'un grand quiz, mettant à l'épreuve leurs connaissances sur des sujets essentiels. Un exercice pas toujours facile, mais qui s'est révélé très instructif pour les enfants. Moi j'ai bien aimé, même si j'ai pas eu beaucoup de réponses justes, oui, bien aimé. L'empreinte carbone, qui est très dangereux pour notre environnement. Ça va énormément jouer sur le climat, et ça pour la biodiversité, du coup, c'est pas bon du tout. Et j'y pensais pas du tout et c'est vrai que c'est inquiétant du coup. L'objectif, vous l'aurez donc compris, transmettre aux petits les bons réflexes dès leur plus jeune âge et leur faire prendre conscience des enjeux énergétiques et de l'importance de la sécurité. Et c'est Alexandre, élève de 5e, qui s'est démarqué en répondant correctement à 10 questions. Une belle initiative donc qui allie apprentissage et jeu tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux de demain. Les élèves du lycée FANB et Albert Ier ont, eux, été initiés à une nouvelle forme d'art, celle générée par l'intelligence artificielle. Le nouveau musée national de Monaco et la direction des services numériques travaillent tout au long de l'année avec ces lycéens sur différentes collections d'œuvres. Alban Jean-Jean vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexa Vial. L'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de nos vies. Elle est dans nos poches, nos ordinateurs ou encore nos boîtes mail. Mais comment la mettre véritablement à profit ? Comment mettre l'intelligence artificielle au service de l'art ? L'idée, c'est justement de ne pas partir d'un prompt un peu générique, parce que la manière de communiquer, c'est souvent par le texte. C'est comment on va poser des demandes et préciser une intention, pas juste dire « fais-moi une jolie image de paysage », mais qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage ? Quelle est mon intention ? Quelle est l'atmosphère que je vais y donner ? Ce module permet aux élèves des lycées FANB et Albert Ier de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et les formes d'art qu'elle peut générer. L'art numérique, ça a quand même une histoire. Là, mon module, j'ai même commencé dès les années 50, je pourrais commencer un peu avant, où des artistes qui ont essayé de travailler avec des machines et avec des outils, ça se fait depuis tout le temps. Et du coup, comment on rentre ça dans une démarche artistique avec une vraie collaboration et une perspective artistique ou critique de comment ces outils peuvent nous aider dans la créativité et pas juste être des artefacts un peu pour faire joli, quoi. Dans les prochaines sessions de travail, les élèves tenteront de mettre en pratique l'intelligence artificielle d'un point de vue artistique. Restons dans le domaine culturel avec une nouvelle galerie d'art contemporain qui vient d'ouvrir ses portes en principauté. Théos Gallery se situe au Métropole Shopping Monte-Carlo. Elle a été fondée par Gianluca Gaudio. Le récit de Vanessa Dessy sur des images d'Arnaud Humbert. C'est un nouvel espace artistique niché au cœur du Métropole Shopping Center. Fondé par Gianluca Gaudio, figure reconnue du monde de l'art international, Théos Gallery se veut un carrefour d'expression artistique contemporaine, attirant aussi bien les collectionneurs avertis que les amateurs en quête d'inspiration. Welcome chez Théos Gallery. Théos Gallery est devenu dans les derniers 10 ans un point de référence pour les collectionneurs à Monaco et les collectionneurs étrangers aussi. Et maintenant, on est dans le nouveau lieu, au Metropole Shopping Center. Donc, on vous attend avec grand plaisir pour découvrir les dernières propositions dans le monde de l'art contemporain. On a pas mal d'artistes qui sont très connus dans le monde, qui sont des sculpteurs et des peintres qui sont très connus et qui donc aujourd'hui sont considérés comme des investissements dans le monde de l'art. Ce soir avec un groupe d'excellence de la musique à l'international et après pendant les Grands Prix, pendant les Yacht Show, on a toujours des partenaires très connus dans la musique et dans le monde de l'art qui sont avec nous et qu'on aime bien vous présenter, pourquoi pas. Lors de cette soirée d'ouverture, les œuvres d'artistes émergents et de créateurs confirmés ont été dévoilées, témoignant de la volonté de Théos Gallery d'offrir une diversité artistique audacieuse. Contemporain surtout, et on a aussi pas mal des artistes contemporains qui utilisent des sujets classiques, mais dans une contemporanéité plutôt extrême, mais actuelle. On regarde dans le monde ce qui se marche beaucoup.
et ce qui plaît. Et après, bon, c'est de l'expérience, il faut toujours rechercher. Et on ne doit jamais s'arrêter. L'ouverture de Théos Galerie s'inscrit dans une volonté d'ancrer l'art contemporain dans un lieu de passage luxueux à travers des expositions temporaires, des événements exclusifs et des rencontres avec des artistes. Ainsi s'achève ce journal, mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À suivre la météo de Frédéric Elion, puis un nouvel épisode d'immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco proposé par Alban Jean-Jambe. Justement, les photos de fin de JT ce soir mettent en valeur les nouvelles recrues du corps. Elles sont signées Stéphane Dana. Passez une très belle soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, une très belle journée vous attend encore mercredi avec un grand soleil du matin au soir. Quelques nuages feront leur apparition en deuxième partie de journée, sans grandes conséquences. Le vent soufflera de façon modérée avec des rafales à 15 km/h et côté température. Le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 18 l'après-midi. Mercredi 26 mars, ce sera la Sainte Larissa. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.